débordé le temps de parole. Et donc la parole est maintenant à Madame Valérie Rabault du groupe Nouvelle Gauche pour un temps de parole maximal de 10 minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous nous retrouvons cet après-midi pour examiner un projet de loi de finances rectificative qui vise à créer une surtaxe à l'impôt sur les sociétés pour les entreprises de plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, cette proposition vise à compenser le remboursement de la taxe de 3% sur les dividendes qui s'appliquait depuis 2013, que la Cour de justice européenne a jugé contraire au régime mère-fille et que le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le 7 octobre dernier. Alors permettez-moi tout d'abord de revenir sur le contexte de cette séquence qui n'est pas des plus glorieuses ni pour le gouvernement ni pour le Parlement. Cette séquence est la suivante. Le 10 mai 2012, la Cour européenne de justice a jugé contraire au droit de l'Union européenne la réglementation française qui instaure un régime fiscal différent pour les dividendes d'origine nationale selon qu'ils sont perçus par des OPCVM résidents ou non résidents. Je la cite, « Le droit de l'Union s'oppose à la réglementation française qui impose à la source les dividendes d'origine nationale lorsqu'ils sont perçus par des OPCVM résidents dans un autre État, alors que de tels dividendes sont exonérés d'impôts pour les OPCVM résidents en France. » Ce contentieux, Monsieur le ministre, a coûté 6,5 milliards d'euros à la France. Pour tenter de le compenser, a été mise en place, et ça a été rappelé tout à l'heure, en juillet 2012, la taxe de 3% sur les dividendes versés par des sociétés filles à leur mère. Cette disposition était incluse dans le premier projet de loi de finances rectificative pour 2012, pour lequel l'opposition avait saisi le Conseil constitutionnel, certes sur d'autres articles que cet article 6 qui créait la taxe, mais néanmoins, le Conseil constitutionnel, en août 2012, n'avait rien dit. En 2015, vous l'avez rappelé, Monsieur Carrez, il y a eu quelques tentatives de commentaires qui ont lieu au Sénat par le ministre du Budget de l'époque, mais ces commentaires intervenaient à l'occasion d'un amendement déposé par Madame Marie-Noëlle Lienemann qui voulait doubler la taxe. Et nous en étions restés là. Pour notre part, Monsieur le ministre, et je parle sous le contrôle de mes collègues qui étaient présents lors de la précédente législature, la commission des finances de notre Assemblée n'a été saisie de rien du tout sur cette taxe. Alors, le 17 mai dernier, la Cour européenne de justice a déclaré que la taxe à 3% était contraire au régime mère-fille des entreprises. Suite à cette disposition, il me semble, Monsieur le ministre, et d'ailleurs notre ancien président Gilles Carrez l'a rappelé, que le gouvernement aussi aurait pu prendre les devants et rendre compte des impacts de ces décisions dès l'été 2017. Il n'en a rien été. Il a fallu attendre le 7 octobre dernier, suite à une QPC du Conseil d'État, pour que le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelle cette taxe de 3% sur les dividendes. Alors cette séquence appelle, je crois, plusieurs enseignements. D'abord sur l'information en temps réel du Parlement. Ces contentieux coûtent une fortune aux finances publiques, donc aux Français, sans que notre Assemblée en soit précisément informée. Tous ces contentieux, et ça a été aussi rappelé par Gilles Carrez tout à l'heure, découlent du fait que nous votons une législation française dans cet hémicycle qui, parce qu'elle a des impacts hors de nos frontières, entre en collision soit avec la libre circulation des capitaux, soit avec des schémas juridiques qui sont précisés dans les directives. Je pense notamment à la directive fille-mère de l'Union européenne. Or, comme l'Europe vit avec le principe de libre circulation des capitaux sans jamais avoir cadré ce que doit être une assiette fiscale cohérente avec ce principe de libre circulation des capitaux, il est certain, Monsieur le ministre, qu'il y aura à l'avenir d'autres contentieux de ce type, qui auront encore un coût faramineux pour les finances publiques de l'État. Dès lors, Monsieur le ministre, il est crucial d'avancer sur une définition commune d'assiette fiscale en matière d'impôt sur les sociétés et sur les revenus du capital. Dans l'attente, nous, le groupe Nouvelle Gauche, nous déposons plusieurs amendements, dont un qui vise, Monsieur le ministre, et j'espère que vous donnerez un avis favorable à cet amendement, à allouer 50 000 € par an à la Commission des finances pour pouvoir rémunérer des études de la part, en sollicitant notamment des avocats fiscalistes qui interviennent devant la Cour européenne de justice,
afin d'obtenir des points de vue contradictoires, afin que nous ne soyons pas uniquement dépendants des avis de votre ministère, qui a tendance à ne jamais nous présenter clairement les risques. C'est pour cela, Monsieur le ministre, que j'espère que vous soutiendrez, vous donnerez un avis favorable à notre amendement. Toujours sur la manière dont nous légiférons, je crois là aussi qu'on ne peut pas continuer à voter des articles avec des œillères. Jeudi dernier, en commission des finances, je vous ai demandé de nous dire le nombre d'entreprises gagnantes et perdantes. Vous nous avez dit que 95 étaient gagnantes, c'est-à-dire qu'elles seront plus remboursées que ce qu'elles vont payer de surtaxe à l'impôt sur les sociétés, et 223 perdantes, dont 10 très perdantes. Je vous ai alors demandé les montants, et là, vous m'avez répondu, je vais vous citer, Monsieur le ministre, que vous ne pouviez pas me répondre, mais que vous demanderiez au directeur de la législation fiscale de me les communiquer ultérieurement. Je vous cite. Mais oui, mais là, à l'instant où je vous parle, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Sincèrement, Monsieur le ministre, continuez à travailler ainsi, c'est le risque de nouveaux contentieux. Alors, pour vous inciter à changer les méthodes de travail de Bercy, nous avons souhaité déposer de nouveaux amendements aussi sur cette question. C'est toujours un peu compliqué avec la Constitution qui corsette les députés et les sénateurs, mais néanmoins, je voudrais quand même vous rappeler ce que prévoit l'article 8 de la loi organique numéro 2009 du 15 avril 2009, qui dit que les études d'impact des projets de loi de finances et des projets de loi de finances rectificatifs doivent exposer avec précision l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que les coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administration. Dès lors, Monsieur le ministre, je considère que sur la base des informations que vous nous avez transmises pour cette surtaxe, le gouvernement ne respecte pas l'article 8 de la loi organique. Je vais vous lire ce que vous écrivez, page 41 de votre étude d'impact. Vous écrivez « La prévision de l'impôt sur les sociétés brut 2017 est estimée en appliquant un taux d'évolution du bénéfice fiscal de 8%. » On ne sait pas d'où sortent les 8%. Vous écrivez encore « Ce taux d'évolution est supérieur au taux de bénéfice fiscal de 4,8% entre 2016 et 2017 pour l'ensemble des entreprises, dès lors que le bénéfice fiscal des grandes entreprises est plus dynamique que celle calculée sur l'ensemble des entreprises. » Vous avouerez, Monsieur le ministre, qu'avec une évaluation pareille, 8%, personne ne sait d'où sort ce chiffre. De votre chapeau peut-être, de celui de Bercy, mais personne ne sait d'où il sort. Comment voulez-vous que nous puissions accepter de telles évaluations? Alors, un dernier point, Monsieur le ministre. Je crois aussi qu'il faut saisir l'opportunité de cet article pour revoir le montant des intérêts moratoires. Les intérêts moratoires à 4,8% fait que la France, si elle ne rembourse pas tout de suite, elle paye 1,3 million d'euros par jour d'intérêts moratoires. Encore, j'ai divisé par 365, pas uniquement par le nombre de jours ouvrés, parce que sinon c'est plus. 1,3 million d'euros par jour. Pour mémoire, ce niveau des intérêts moratoires a été modifié par la loi de finances de 2006. C'est donc bien que le Parlement a le pouvoir d'en fixer le taux. Aussi, Monsieur le ministre et mes chers collègues, avec Gilles Carrez et d'autres sur ces bancs, nous vous proposons une série d'amendements visant à abaisser ce taux afin qu'il soit cohérent avec l'environnement économique actuel. En 2006, vous l'avez abaissé de 0,75 € par mois à 0,40 € par mois. Nous pensons qu'il faut aller bien en deçà. Aujourd'hui, l'OAT 10 ans est à 0,6%. En 2006, lorsque le taux a été modifié, l'OAT était à 4%. 4%. Il est donc grand temps d'adapter, de rendre cohérent notre niveau de taux qui s'applique pour les intérêts moratoires. Dernier point, si vous êtes d'accord, j'espère que vous donnerez un avis favorable à l'ensemble des amendements qui vont dans ce sens. Je ne me précipite pas, mais j'espère juste que vous serez favorable à nos amendements. Enfin, Monsieur le ministre, vous avez profité de ce PLFR pour glisser un petit article qui s'appelle l'article 5 et qui vise à ce que nous ratifions le décret d'avance du 20 juillet 2017. Alors là aussi, c'est un petit tour de passe-passe, parce que d'habitude, c'est dans le PLFR de fin d'année, mais là, vous l'avez avancé. Alors là, Monsieur le ministre, je vous le dis tout de suite, nous ne pouvons pas voter cet article. Dans cet article, qu'est-ce que vous faites? Vous rabotez de 5 € les APL pour 6,5 millions de Français, dont 60% vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Vous avez ponctionné 300 millions d'euros aux collectivités sur les dotations dont elles bénéficiaient pour faire leurs investissements, la DETR et le FSIL. Vous avez coupé le budget du ministère du Travail et de l'Emploi, qui fait que les emplois aidés ont fait pchit sur la fin de l'année. Toutes ces raisons, Monsieur le ministre, font que, et parce que vous avez aussi rajouté cet article, nous ne pourrons pas voter ce projet de loi de finances rectificative pour 2017. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.